Un quintuple assassinat, c'est quand même relativement rare. Des corps sous la terrasse de la maison. Xavier Dupont-Ligonnès a été arrêté à l'aéroport de Glasgow. Aux Parisiens, traumatisme un peu collectif. Pour une cavale, il faut de l'argent. Plus en plus de policiers, au fil du temps, sont persuadés qu'il est toujours vivant. Bonjour Damien. Bonjour Claudia. On a choisi de travailler sur l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès, ce père de famille qui est soupçonné d'avoir tué sa femme et ses 4 enfants au printemps 2011. C'est une affaire qui fascine. À chaque fois qu'il y a des livres dessus, des magazines qui font des numéros spéciaux, beaucoup de gens les lisent et s'y intéressent. Pourquoi est-ce que cette histoire, elle intéresse autant le public ? Pour plein de raisons. La première, d'abord, c'est quand même le côté exceptionnel de ce fait divers et de ce crime. Un quintuple assassinat, c'est quand même relativement rare. Et ce qui vient ajouter à l'intérêt qu'on peut avoir pour cette affaire, c'est tout le mystère qui entoure. Le mystère sur Xavier Dupont-Ligonnès, est-ce qu'il est vivant, est-ce qu'il est mort ? Le mystère même sur sa culpabilité. Il y a toujours des thèses pour prétendre que Xavier Dupont-Ligonnès pourrait ne pas être l'auteur de ces assassinats. Donc il y a à la fois un côté feuilleton avec des rebondissements, et puis il y a cette famille qui n'est pas une famille, qui est à la fois une famille comme les autres et pas comme les autres. Et c'est aussi ça qui permet l'identification presque de chacun à l'histoire de Xavier Dupont-Ligonnès. C'est pas une famille de marginaux, c'est des gens qui étaient en apparence installés dans la vie, des enfants scolarisés, certains même qui avaient quitté le nid familial pour faire leurs études. Donc c'est un milieu familial auquel on peut facilement s'identifier et qui d'un seul coup bascule dans quelque chose de totalement irréel. On peut peut-être raconter la genèse de cette histoire. Ça se passe en avril 2011. À peu près mi-avril, il y a les proches de cette famille qui commencent à s'inquiéter parce que ça fait quelques jours qu'on n'a pas de nouvelles d'eux. Le 21 avril, la police va dans la maison, donc une maison qui se situe à Nantes au 55 boulevard Schumann. La police y va plusieurs fois, et le 21 avril, des recherches un peu plus importantes sont menées dans cette maison et on découvre des corps sous la terrasse de la maison. Tu peux raconter ce moment ? Alors, ce qui est assez fou dans cet instant, c'est que au même moment, au palais de justice de Nantes, le procureur de la République organise une conférence de presse, mais organise une conférence de presse pour signaler, pour médiatiser la disparition d'une famille. On ne sait pas où ils sont. Le père, la mère, les enfants, tout le monde a disparu. Et c'est là-dessus que va s'axer sa conférence de presse. Et pendant qu'il est en train d'expliquer ça aux journalistes, il reçoit un coup de fil du commissaire de police de Nantes qui lui explique que ces enquêteurs qui sont sur place, qui ont commencé à fouiller un peu plus précisément et un peu plus avec un peu plus de matériel la maison, viennent de découvrir la partie d'un corps. Donc il y a un premier corps qui est découvert, qui est découvert sous la terrasse de la maison du boulevard Schumann, dans une espèce de réduit qui est assez bas de plafond. Il faut se baisser pour aller sur cette terrasse, et c'est une policière qui effectue la perquisition avec des collègues, qui va remarquer un détail, une gamelle de chien qu'elle trouve positionnée un peu bizarrement. Elle va demander à ce qu'on creuse à cet endroit-là, et quand on commence à creuser, on tombe sur un premier corps. Et donc la conférence de presse de Xavier Ronsin, elle prend une tournure tout à fait autre, parce que là on n'est plus en train de parler d'une disparition, on est en train de déterrer au fur et à mesure de la journée les cadavres de toute une famille, sauf celui de Xavier Dupont-Ligonnès. Qui est donc le suspect numéro 1 immédiatement. Alors à partir de ce moment-là, on a 5 corps sous une terrasse, il manque celui du père de famille. Donc fatalement, on se dit, si c'est le seul à pas être enterré à cet endroit-là, c'est forcément le premier des suspects. Donc l'affaire, elle prend une tournure différente, parce que là, on rentre dans une affaire purement criminelle, avec un suspect qui est en fuite, on ne sait pas où il est, et surtout on commence à chercher des explications sur le pourquoi de ce massacre. Assez vite, la police trouve des lettres qui ont été envoyées par Xavier Dupont de Ligonnès aux amis de la famille, aux proches, à la famille aussi, et aux enseignants des écoles où les enfants sont scolarisés, au patron de la pizzeria où un des enfants travaille, à un autre établissement privé catholique dans lequel travaillait la mère. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette lettre ? Ces lettres, elles sont effectivement, c'est une sorte de préparation à la fuite de Dupont-Ligonnès, c'est-à-dire qu'il va écrire des lettres, alors avec un ton d'ailleurs, une syntaxe assez particulière, où il va expliquer que toute la famille est partie. Alors ça, c'est avant qu'on découvre les corps, c'est-à-dire que toute la famille est partie, qu'en fait c'est un départ un peu secret, que lui travaille en fait pour l'agence antidrogue américaine, qu'ils ont dû quitter précipitamment Nantes, et que à certains membres de la famille les plus proches, il va expliquer qu'ils sont partis vers les États-Unis,
et à d'autres, des amis ou les établissements justement scolaires où sont encore les enfants ou les employeurs des plus grands, il va dire qu'ils sont partis en Australie. Bon, mais à part cette différence de destination, c'est toujours un peu la même explication d'un départ précipité, et surtout, il explique dans ses lettres que tous ces gens, que ce soit des amis, la famille, ils n'auront plus de nouvelles d'eux parce qu'ils ne pourront plus leur donner de nouvelles. Donc on est vraiment sur quelque chose qui est assez sidérant, d'une famille qui est installée, qui est insérée, qui travaille, et d'un seul coup on coupe tout, on envoie des lettres et on dit voilà, terminé, les Dupont de Ligonnès, vous les reverrez plus pour des raisons de sécurité, on doit changer de vie, changer d'identité, changer de pays. Le ton de la lettre, il a vachement retenu l'attention parce que ça commence par coucou tout le monde, c'est un ton hyper léger et qui contraste avec la situation qu'on découvre en fait. Oui, alors il est déjà léger quand on estime que cette version est vraie, c'est-à-dire que quelqu'un qui annonce quand même qu'avec toute sa famille on quitte la France définitivement pour les États-Unis ou l'Australie, qu'on ne donnera plus jamais de nouvelles. Ça commence par coucou tout le monde, méga surprise. Enfin, c'est le ton de la lettre, le choix des mots est quand même étrange. Mais surtout quand quelques jours plus tard on découvre les corps sous la terrasse, là ça prend une dimension encore plus surréaliste parce que ça veut dire déjà qu'il y a eu un scénario, une préparation, une préméditation, et puis que malgré tout il y a ce ton un peu badin sur on s'en va, coucou tout ça. Tout est extrêmement curieux. Et les raisons qui sont invoquées par Xavier Dupont de Ligonnès, donc qui est l'auteur de la lettre, c'est signé des 5 noms, c'est qu'il était un agent secret employé par... Alors, il confond un petit peu tout, il parle de la DEA, je crois qu'il parle pas du FBI, mais il parle de plusieurs... je sais pas comment dire, plusieurs services américains, qu'il était employé par eux pour... espionner un peu en France et avoir des informations sur des patrons de boîtes de nuit et sur le milieu de la drogue. Enfin, tout ça est un peu nébuleux. Et pour les policiers, c'est pas crédible du tout. Et il existe des agents, alors c'est pas vraiment des agents secrets, on appelle ça des agents sous couverture. Ça existe, mais la version qu'il donne de dire voilà, moi, Xavier Dupont de Ligonnès, français, entrepreneur, depuis des années, en fait, c'est une couverture. Moi, je travaille en réalité pour la DEA, qui est l'agence antidrogue américaine. Je travaille en France et je leur apporte des informations sur des trafics internationaux de stupéfiants. Et il appuie cette thèse en disant, d'ailleurs, nous allons devoir témoigner, je vais devoir témoigner pour un énorme procès de trafic de stupes aux États-Unis, et c'est pour ça qu'en fait je serai plus couvert, je serai plus en position d'agent secret, et que je dois quitter la France parce que je vais être obligé de témoigner, donc on va connaître mon visage, mon identité, c'est pour ça qu'il faut qu'on se mette en sécurité. Simplement, déjà dans la rédaction de sa lettre, effectivement, il mélange la DEA qui est l'agence antidrogue américaine et le FBI qui est la police fédérale américaine, qui sont deux entités très différentes aux États-Unis, et surtout les policiers français, ils sont très 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 suspicieux sur la possibilité que Xavier Dupont de Ligonnès, avec le profil qu'il a, ait pu fournir une quelconque information à l'agence antidrogue, alors qu'il était en gros un VRP qui sillonnait un peu la France. Voilà, ça leur paraît pas crédible du tout, et surtout les enquêteurs qui vont travailler dans les semaines et les mois qui suivent vont se rendre compte que il y a pas de procès en fait. Donc comme il n'y a pas de procès et il n'y a pas de Dupont de Ligonnès comme témoin à ce procès ou comme agent infiltré, en fait c'est forcément un mensonge. Tu te souviens toi de comment cette affaire elle est reçue au début, si en tant que journaliste tu te mets tout de suite à t'y intéresser, si on produit beaucoup au début sur cette affaire spécifiquement, ou si ça va venir finalement avec les semaines, les mois et tous les éléments qu'on va trouver au fur et à mesure? Il y a eu vraiment deux phases. Il y a une première phase où c'est la disparition d'une famille. Alors des gens qui disparaissent en France, il y en a des dizaines de milliers par an. Là c'est déjà un peu surprenant, c'est que c'est vraiment toute la cellule familiale qui se volatilise du jour au lendemain. Donc il y a un intérêt pour cette affaire, mais un intérêt assez mesuré, parce que des gens qui disparaissent, qui peuvent rejoindre, ça arrive souvent dans les mouvements sectaires, on fait disparaître toute la famille, ou à s'installer ailleurs, on donne plus de nouvelles à la famille. Bon, ça peut arriver. Mais évidemment, quand on découvre à la fois ces corps enterrés les uns sur les autres sous la terrasse, quand on découvre les lettres qui ont été envoyées avant pour préparer ce pseudo-départ précipité de tout le monde, et surtout quand on s'aperçoit qu'il y en a un qui n'est pas mort, qui est donc Xavier Dupont de Ligonnès, et que s'il n'est pas mort, il est suspect et que donc il est en cavale, là ça prend une toute autre dimension. Et puis au fil des jours, des semaines,
on commence à reconstituer le parcours de Dupont de Ligonnès après la découverte des corps, enfin après en tout cas le fait que les corps étaient enterrés sous cette terrasse. On s'aperçoit qu'il a traversé la France de manière d'ailleurs pas du tout précipitée, hein. Il s'arrête dans des hôtels, il mange dans des restos, il paye, des très bons restos parfois. Un relais château notamment, et puis on suit sa route comme ça jusque dans le département du Var, où là, de nouveau, on repère sa trace. Donc ce côté à la fois sidérant de la découverte des corps, plus de cette cavale assez étonnante, un peu en mode voyage, c'est tout de suite là on se dit qu'on est quand même face à quelque chose de tout à fait hors norme. Nous, on a décidé de travailler sur cette affaire au long cours. Pour quelles raisons tu peux peut-être en parler ? On a un peu hésité au départ pour pas mal de raisons. La première, c'est que c'est une affaire qui a été beaucoup traitée. Logiquement, il y a eu des documentaires télé, il y a même une sorte de film qui sort en ce moment, qui est une forme d'adaptation de cette affaire-là. Il y a eu des dizaines, des centaines, des milliers de papiers qui ont été faits sur l'affaire Dupont de Ligonnès. Mais néanmoins, c'est quand même une affaire qui garde une forme d'actualité. On l'a vu d'ailleurs, puisque au début de l'année, la sœur de Xavier Dupont de Ligonnès a sorti un livre dans lequel elle explique sa thèse sur l'affaire, qui est évidemment une thèse totalement à rebours de tout ce qu'on a pu écrire jusqu'ici, mais qui a connu un impact médiatique très fort parce que ce nom de Dupont de Ligonnès, il est présent dans toutes les conversations. Dès qu'on parle de l'affaire, tout le monde se passionne d'un seul coup parce que tout le monde a presque sa version sur ce qui a pu se passer à Nantes, ce qui a pu se passer depuis, est-ce qu'il est vivant, est-ce qu'il est mort, s'il est vivant, où est-ce qu'il est. Donc le côté, j'aurais dire, permanent de cette histoire dans le temps fait que c'était pour nous une source d'intérêt quand même majeure, même si, encore une fois, on prétend pas raconter une histoire qu'on n'a jamais entendue avec des éléments scoopiques, mais en tout cas, c'était intéressant de se replonger dans l'affaire, dans ce qui s'est passé avant aussi les massacres, qu'on détaille quand même pas mal sur la vie de la famille avant, sur le profil de cette famille assez déjà particulier, et sur évidemment les hypothèses de ce qui a pu se passer après. Maintenant, l'autre limite qu'on avait, pour être tout à fait honnête, c'est que cette affaire, elle a un soubresaut qui a impacté fortement le Parisien, qui est la fausse arrestation de Xavier Dupont de Ligonnès en octobre 2019 à l'aéroport de Glasgow, et qui est une forme de traumatisme un peu collectif aux Parisiens, puisqu'on a été les premiers à sortir l'info en disant que Xavier Dupont de Ligonnès a été arrêté à l'aéroport de Glasgow, et que moins de 24 heures après, 12 heures après, on a fait machine arrière comme tout le reste de la presse, mais quand on avait été les premiers, on était un peu plus impactés que les autres, et qu'on a découvert cette affaire dans l'affaire avec ce malheureux Guy Joao, qui pour une raison qu'on ignore toujours aujourd'hui a été dénoncé comme étant en fait XDDL, alors qu'ils avaient pas de point commun, ne serait-ce que sur le plan physique. Tu détailles pas maintenant qui est Guy Joao, on l'a fait dans notre podcast et on raconte comment et pourquoi c'est devenu, alors qu'il n'a a priori rien à voir avec l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès, un personnage presque central de ce dossier. Une personne qu'on ne connaît pas, un tuyau anonyme, qui a prévenu quand même la police anglaise en disant qu'un homme qui s'appelait Guy Joao et qui était en fait Xavier Dupont de Ligonnès allait prendre un avion depuis Paris-Charles de Gaulle pour Glasgow. C'est un tuyau anglais dont on ne connaît pas l'identité ni vraiment l'origine, mais qui en tout cas permet à Scotland Yard d'appeler les services français qui sont en charge de l'enquête pour leur dire voilà, on a cette info-là, à vous de jouer quelque part, mais sauf que les policiers ce jour-là, pour des raisons techniques, vont arriver en retard à Roissy, l'avion est déjà parti, donc ils vont dire aux Anglais arrêtez-le à l'aéroport de Glasgow, on viendra le récupérer demain. Et c'est de là que commence le problème, en tout cas les vrais soucis, c'est que on va mettre plusieurs heures à comprendre que tout le monde s'est trompé. Et que effectivement, ce pauvre Guy Joao, c'est bien le vrai Guy Joao, qui n'a rien à voir avec Dupont de Ligonnès, et que Dupont de Ligonnès n'était pas dans l'avion qui partait de Roissy pour aller à Glasgow. Et les conséquences de ça, c'est qu'on nous a quand même beaucoup reproché, à juste titre, de nous être trompés d'abord, et puis d'avoir été les premiers à se tromper. Mais malgré tout ça, encore une fois, c'est dans la légende des faits divers français, l'affaire Dupont de Ligonnès, elle reste parmi les 2-3 affaires qui traversent les années, qui traversent les générations. On peut avoir 15 ans et s'intéresser à cette affaire, on peut avoir 60 ans et s'intéresser à cette affaire, parce qu'elle est encore une fois
sur plein de points de vue hors normes et qu'elle méritait qu'on la raconte de manière un peu longue, un peu précise, avec une autre difficulté qu'on a quand même, c'est qu'il est très difficile d'avoir accès au dossier en tant que tel, au dossier judiciaire, qui est évidemment extrêmement épais, puisque c'est plus d'une décennie d'enquête. On a vu des photos du dossier, c'est plusieurs piles. Plusieurs tomes. Il y a eu d'abord les constatations de départ, et puis depuis une somme de recherche, d'enquête en France, à l'étranger. Mais voilà, on a quand même essayé de faire ce travail d'explication et d'aller un peu même au-delà du simple fait en lui-même, de parler aussi de l'histoire d'une famille et puis de la personnalité de Xavier Dupont de Ligonnès. L'histoire de cette famille, donc c'est quelque chose ce sont des choses qu'on va découvrir après la disparition de Xavier Dupont de Ligonnès lui-même, mais notamment ce dont on va beaucoup parler dans les médias et ce que va démentir la sœur de Xavier Dupont de Ligonnès quand elle s'exprimera, c'est le rapport très particulier de cette famille à la religion. Donc, quand je dis de cette famille, c'est surtout Xavier, beaucoup plus que sa femme et ses enfants. Et c'est donc Xavier, sa sœur à lui, sa mère, qui recevait, disait-elle, des messages directement de Dieu et qui écrivait, il me semble qu'il y a un terme, mais qui écrivait sous... presque en transe, ouais. Oui, voilà, en l'entendant, et qui donc écrivait des messages dont elle estimait ne pas vraiment être l'autrice, mais qui étaient directement écrits par le Seigneur. C'est assez particulier. Xavier Dupont de Ligonnès, il adhère d'abord à tout ce monde-là, et puis il finit par prendre de la distance. Il a grandi là-dedans, hein. C'est-à-dire que le père de Xavier Dupont de Ligonnès a quitté le domicile familial, il a refait sa vie, donc il est parti Xavier était encore assez jeune. Et il se retrouve avec notamment une de ses sœurs et sa mère qui sont totalement investies dans ce mouvement, alors que la mère a appelé l'église de Philadelphie, que d'aucuns rapprochent d'un mouvement sectaire, en tout cas proche d'un mouvement sectaire. Et effectivement, il grandit dans une ambiance à la fois extrêmement religieuse, mais avec ce versant un peu étrange, parce que c'est pas juste des pratiquants comme il y en a des millions. Là, c'est des pratiquants dont la mère prétend être un messager en fait de Dieu. Elle reçoit des messages, elle les écrit, et après il faut transmettre tout ça. Alors c'est un tout petit groupe, hein, l'église de Philadelphie, c'est pas des centaines de personnes, mais il va grandir dans cette ambiance, il va totalement adhérer effectivement au discours et à la mise en place de tout ça. Et puis, en prenant un peu son indépendance et en grandissant et en changeant aussi de région, tout ça se passe. Il était de Versailles au départ, tout ça se passait à Versailles. Et quand il quitte le nid et devient père de famille et qui travaille, il va se détacher de l'église de Philadelphie et des croyances de sa mère. En revanche, sa mère et sa sœur vont rester vraiment les deux piliers de cette quasi-secte. Alors même si elle démente vraiment le fait que ce soit une secte, mais toute cette construction familiale, elle est évidemment au cœur des investigations parce que ça évoque plein de choses sur le comportement qu'a pu avoir XDDL pendant ces années avant les crimes qui lui sont reprochés, et ça ajoute une espèce d'épaisseur, même un peu, et d'ombre au personnage. Tu l'appelles XDDL, c'est devenu quasiment dans le langage courant une manière de... C'est devenu un label, quasiment un label. D'abord parce que le nom est assez long à prononcer, donc on l'a réduit, et c'est vrai que c'est devenu l'affaire XDDL. Et souvent dans les affaires criminelles comme ça, on retient soit un nom de ville qui est toujours accroché à un fait divers. C'est pour les grands faits divers, ceux qui traversent encore une fois les époques. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, vous dites XDDL, tout le monde comprend tout de suite de quoi on parle, et encore une fois, ça parle à des générations, des milieux sociaux très différents, y compris des gens qui sont pas fascinés outre mesure par le fait divers. Après sa disparition, XDDL donc, est évidemment recherché par la police. La police soupçonne notamment sa sœur et sa mère de l'avoir aidé. Il y a aussi deux de ses amis. On peut peut-être parler de ces deux amis qui sont très importants dans sa vie. C'est deux amis. Alors un qui est un ami d'enfance, quasiment, Emmanuel Teneur, et un autre qu'il a connu un peu plus tard, mais quand même ils étaient encore jeunes, qui s'appelle Michel Rétif. C'est le noyau, c'est vraiment des amis très proches. Il a voyagé notamment aux États-Unis parce que XDDL avait une fascination depuis qu'il est tout jeune pour les États-Unis. Il s'est rendu de nombreuses fois là-bas. Ils ont même essayé de s'installer à un moment donné en famille là-bas, mais ça n'a pas tellement duré. Il a fait vraiment, c'est un connaisseur des États-Unis, c'est surtout un amoureux des États-Unis. Et donc avec Rétif et Teneur, ils se sont retrouvés sur cette passion-là, mais sur d'autres choses aussi.
Et au-delà d'être des amis proches et depuis longtemps, Teneur et Rétif, ils jouent un rôle aussi dans les faits en eux-mêmes, dans les faits qui sont reprochés dans ce massacre familial, parce que Teneur a été visiter la maison de Nantes, la maison du boulevard Schumann, on le sait maintenant, après les crimes, à la demande d'ailleurs de XDDL, dans les nombreuses lettres qu'il a pu écrire, il avait demandé à Teneur de passer. Et avant la police. Et avant la police. Ouais. Il est passé avant la police, entre les crimes et la police. Donc c'est évidemment un rôle qui pose question, pour lequel il a été interrogé. Et Rétif, lui, qui vivait dans le sud de la France, qui vivait pas très loin de Montpellier, a lui été concerné aussi par l'enquête judiciaire, parce qu'on s'est rendu compte qu'au moment où Xavier Dupont de Ligonnès, qui vient de quitter Nantes pour son début de cavale et qui descend vers le Var, il va se retrouver pas très loin physiquement de Michel Rétif, qui bizarrement, au moment où XDDL est dans le Var, juste avant qu'on perde définitivement sa trace, Rétif, lui aussi, son téléphone, il borne pas très loin, dans des dates assez rapprochées. On sait qu'il s'appelle aussi, il y a un coup de fil entre XDDL, qui est alors en cavale, et Rétif. Donc Rétif et Teneur, les deux amis, ils sont non seulement des amis, mais ils sont au cœur même du dossier. Et on ne pourra jamais avoir le fin mot de l'histoire sur le rôle qu'ils ont joué ou pas. Alors, ils ont été interrogés, mais de manière un peu légère, on peut dire. Pas sous le régime de la garde à vue, en tout cas. Garde à vue, ils ont été entendus comme des témoins, même si dans les auditions, notamment de Rétif, on sent que les policiers sont un peu insistants, qui ne croient pas forcément, qui pensent que Rétif leur cache des choses, mais ils n'ont pas les moyens à ce moment-là judiciaires de pouvoir aller beaucoup plus loin. Et surtout, ce qui est frappant, ce qui donne aussi toute la dimension de cette affaire, c'est que Teneur et Rétif, ils vont mourir en fait de cette histoire. Ils vont sombrer dans l'alcool, ils vont certainement ressasser un certain nombre de choses, de signaux qu'ils n'ont pas vus, de cette trahison en quelque sorte de leur meilleur ami, et ils vont complètement sombrer parallèlement l'un à l'autre, et ils vont mourir. Teneur va faire une cirrhose du foie, il va finalement mourir à l'hôpital juste avant d'avoir une greffe de foie, et Rétif va développer un cancer assez foudroyant qui va le tuer aussi. Il se suicide. Il se suicide juste avant, au moment où il est déjà condamné par les médecins, et on sait par leurs proches que c'est vraiment la découverte de ces assassinats et de la cavale de leur ami qui va les plonger dans cette situation. Comment est-ce qu'on peut expliquer? On a essayé tous les deux de rentrer en contact avec des personnes qui ont travaillé sur l'affaire, qui sont des proches de proches de Xavier Dupont de Ligonnès. Ça n'a pas été un franc succès. Pourquoi est-ce que cette affaire, alors même que elle semble un peu terminée, ça commence à être vieux maintenant, pourquoi est-ce qu'elle est aussi sensible? Alors d'abord, il faut quand même dire que la famille d'Agnès, donc la femme de Dupont de Ligonnès et la maman des enfants, la famille d'Agnès a toujours été extrêmement discrète et silencieuse. Dès le lendemain des faits, c'est des gens qui ont décidé de vivre leur choc, leur chagrin, leur traumatisme de manière totalement discrète, hors des médias. Ils n'ont jamais fait d'intervention médiatique, ou très très peu, ou par le biais de messages, mais voilà, c'est pas des gens qui ont couru sur les plateaux de télé pour parler, et ils ont gardé toujours cette ligne de dire: nous, on fait confiance à la justice pour élucider ce crime, pour avoir toutes les réponses, pour essayer évidemment de rattraper Xavier Dupont de Ligonnès, mais ils ont toujours refusé les sollicitations médiatiques. Pour ce qui est de la famille de Xavier, c'est-à-dire notamment sa maman et sa sœur, elles ont été longtemps aussi très hermétiques à la communication. Alors, la sœur un peu moins. Au début, elle a fait quelques interviews, notamment avec son avocat, Maître Goldenstein. Ils ont fait quelques médias au départ, mais d'ailleurs pour prendre la défense. Eux, leur ligne, ça a toujours été de dire Xavier est innocent, et surtout, ce ne sont pas les corps de la famille qui sont sous la terrasse de la maison. Aujourd'hui, elle a refait des interventions médiatiques au début de l'année quand elle a sorti son livre, la sœur, mais des interventions médiatiques très choisies. C'est-à-dire qu'en gros, elle a choisi une télé, une radio. C'est des gens qui acceptent pas trop de communiquer avec des gens qui pourraient avoir une forme de contradiction avec eux. Ouais. Donc ils ont fait un plan média qui était précis. Donc eux, de toute façon, ne sont pas non plus des gens qui communiquent beaucoup. Et à part ceux qui sont directement impactés par ça, c'est vrai que les autres ont un côté, soit les amis ou les anciens amis sont aussi morts pour certains, Teneur et Rétif, qui auraient pu être des interlocuteurs, ils sont morts. Et il y a une forme aussi alors on est entre de la pudeur et puis de passer à autre chose, parce que c'est une affaire qui a été tellement lourde, tellement médiatisée, tellement difficile aussi à surmonter, qu'on a l'impression que ça a traumatisé aussi un peu des policiers, qui sont encore hantés par ce truc-là, des magistrats. Et puis surtout, il y a quand même un constat d'échec pour les magistrats et les policiers, c'est que
on n'a pas retrouvé Xavier Dupont-de Ligonnès, mort ou vivant, on ne sait pas où il est. Donc c'est difficile pour eux de communiquer sur une affaire qui est en cours et qui est toujours, l'instruction est toujours en cours. Hein. Il y a toujours un secret de l'instruction autour de cette affaire. Et surtout, il n'y a pas de... En plus, la seule fois où ils ont commencé à communiquer, c'était pour la fausse arrestation de XDDL à Glasgow, avec les conséquences qu'on connaît. Donc, il y a une forme de retenue sur cette affaire depuis longtemps maintenant. Et c'est une affaire sur laquelle on continue quand même de temps en temps d'avoir des billes. Il y a des épisodes tous les 3-4 mois, parce que depuis donc ça fait 13 ans que la famille Dupont de Ligonnès a été tuée. Depuis 13 ans, il y a eu 1750 signalements qui ont été faits et qui ont donné lieu à des vérifications. Donc ça veut quand même dire qu'on travaille encore dessus, qu'on cherche encore et qu'on ferme... Surtout, on ferme encore des portes. Alors, il y a eu évidemment une phase extrêmement active tout au début. Enfin, quand on a découvert les corps, on a découvert le début de cavale de XDDL. Là, il y a eu énormément de policiers qui ont travaillé pendant des mois pour comprendre, pour essayer de retrouver la trace, pour essayer de retrouver des complices. Voilà, ça, c'était la phase très active. Et puis, quand tout ça s'est un peu essoufflé parce que voilà, on ne trouvait toujours pas Xavier Dupont de Ligonnès, on est passé dans une autre phase de l'enquête, qui est effectivement une phase qui est surtout de vérifier, parce que tous les témoignages sont vérifiés. C'est-à-dire que si quelqu'un appelle pour dire « je crois l'avoir vu au supermarché à Vesoul », on va demander à aller faire une vérification sur des caméras de vidéosurveillance pour s'assurer que c'est pas lui. Et effectivement, des vérifs comme ça, il y en a eu plus de 1700 depuis 13 ans. Il y a eu des signalements en France, mais il y en a eu beaucoup à l'étranger. On a été vérifié encore très récemment, enfin les policiers ont fait vérifier 2 pistes à l'étranger, une aux États-Unis à Las Vegas, où quelqu'un était sûr de l'avoir vu dans un casino et dans un hôtel. Et on a demandé aux autorités américaines, parce que c'est toujours compliqué d'aller vérifier soi-même à l'étranger, mais la police américaine a vérifié que ça ne pouvait pas être lui. Et plus récemment encore en Thaïlande, où un client d'un complexe hôtelier, pareil, persuadé d'avoir reconnu Dupont de Ligonnès sur place, et c'est la police thaïlandaise qui a fait la vérif et qui a dit non, c'est pas lui. Enfin, voilà, ils ont regardé sur les registres d'hôtel les images qu'ils pouvaient visionner et c'était pas lui. Mais ça veut dire qu'à chaque fois, il y a une vérification qui est faite, il y a des procès-verbaux qui sont faits, parce qu'on se dit, voilà, l'histoire elle est tellement folle qu'après tout, il peut être en Thaïlande, il peut être en banlieue parisienne, on peut tout croire dans cette affaire. Et d'ailleurs, on a tout cru. Et c'est aussi pour ça que l'épisode Glasgow a fonctionné, parce que elle est tellement incroyable, cette histoire tellement hors norme, qu'on peut effectivement tout envisager, tout espérer, tout croire. La dernière vraie piste d'enquête qui a été suivie, ça remonte déjà quand même à quelques mois maintenant, c'est une piste qui a mené les policiers jusqu'à un tout petit village italien qui se trouve tout près de la frontière française, dans les Alpes, où dans ce petit village, il y avait une espèce d'une sorte de congrégation religieuse. Alors, pareil, un peu comme la congrégation de la maman de XDDL, quelque chose qui était quand même très proche d'une secte en tout cas. Et les policiers en enquêtant se sont aperçus que il y avait des liens justement entre la famille Dupont de Ligonnès et ce groupe de prière dans ce village italien. Donc ils se sont rendus sur place pour faire des vérifications, parce qu'on se dit que voilà, un petit village perdu dans la montagne, ça peut être une planque pour quelqu'un qui est en cavale, surtout dans un milieu religieux un peu restreint. Et puis évidemment, on en parle aussi beaucoup dans le podcast, c'est le nombre de vérifications qui ont été faites dans les monastères en France, pour 2 raisons. D'abord parce qu'on s'est aperçu au fil de l'histoire française que les monastères pouvaient être des lieux où on pouvait héberger, y compris des criminels de guerre, pendant longtemps, et que c'était des lieux par définition assez secrets, assez opaques, assez hermétiques à l'extérieur. Et puis surtout, avec le passé religieux de la famille Dupont de Ligonnès et le passé religieux de Xavier, les policiers ont pensé que ça pouvait être un endroit où il avait même momentanément posé ses valises pour se mettre au vert un petit peu. Et il y a eu des vérifications qui ont été faites, des perquisitions dans des monastères, des visites dans des dizaines et des dizaines de lieux religieux un peu clos comme ça en France. Et puis la dernière vérification un peu étonnante qui a été faite, je crois que c'était l'année dernière, tout le monde se souvient d'une autre affaire mythique criminelle française qui est l'affaire Jean-Claude Romand, ce faux médecin, enfin celui qui s'était fait passer pour un médecin auprès de sa famille et de ses proches pendant des années, pas loin de la frontière suisse, qui a fini, quand il est arrivé au bout de ses mensonges, par exécuter sa femme et ses enfants. Jean-Claude Romand est depuis sorti de prison. Il a purgé sa peine, il est sorti de prison et il a été hébergé à sortie de prison dans un monastère.
monastère assez clos. Mais bon, pour le coup, il n'était pas caché, il avait tout à fait le droit. C'était dans le cadre de sa libération conditionnelle, il était hébergé dans ce monastère. Et en fait, comme il est suivi par un juge d'application des peines, il y a eu une discussion au moment entre Jean-Claude Roman et le juge d'application des peines qui est venu sur Dupont de Ligonnès, c'est-à-dire sur le côté monastère. Tiens, vous êtes dans un monastère un peu traditionnaliste. Est-ce que vous auriez entendu parler, éventuellement de Xavier Dupont de Ligonnès? Et la réaction de Jean-Claude Roman a été suffisamment étrange pour qu'il y ait un signalement qui soit fait aux enquêteurs qui sont toujours en charge de l'affaire Dupont de Ligonnès, pour leur dire qu'il faut aller entendre Jean-Claude Roman, peut-être qu'il sait des choses. Donc ils sont allés auditionner Jean-Claude Roman, qui leur a dit qu'il n'avait jamais entendu parler. Il connaissait l'affaire puisqu'il l'avait suivi depuis sa prison, mais qu'il n'avait jamais rencontré, et que dans le monastère où il se trouvait, il n'y avait pas Xavier Dupont de Ligonnès, et qu'a priori il n'y était jamais passé. Mais voilà, l'espèce de connexion soudaine entre les deux des plus grandes affaires criminelles de ces 20 dernières années en France, ça trouve aussi tout le côté fantasmatique qui peut avoir derrière. La police et nous, on s'intéresse beaucoup aux lieux religieux, on l'a dit. Il y a d'autres éléments dans les écrits de Xavier Dupont de Ligonnès. Donc il avait lui aussi écrit sur la religion, il avait fait part de ses doutes, il avait fait part de tout ça. Mais il y a autre chose dans les écrits qu'on a retrouvé. Je dis on, mais en réalité, et c'est une autre particularité de cette affaire, il y a beaucoup d'internautes qui se sont mis à chercher ce qu'il avait pu laisser sur Internet, et il avait laissé beaucoup de choses. Et il y avait des écrits qui montraient un côté un peu manipulateur, un peu menteur aussi. Et ça ressemble d'ailleurs à la personnalité de Jean-Claude Roman. C'est un autre élément de ce dossier, l'espèce de double vie en fait que semblait mener Xavier Dupont de Ligonnès. Ah oui, clairement, double vie, double personnalité, côté pile, père de famille, bourgeoisie nantaise, on va à la messe le dimanche, les enfants sont plutôt beaux, ça peut paraître idiot de dire ça, mais ça rentre aussi un peu dans la photo de famille, de la famille presque parfaite. Lui, il est entrepreneur, il monte toujours des business, il a beaucoup été aux États-Unis, donc il y a un côté plutôt éclairé de son personnage. Et puis il y a un côté très très sombre, c'est qu'on découvre qu'en fait toutes les affaires qu'il a montées, elles se sont toutes plus ou moins affalées, et qu'il a perdu beaucoup d'argent, qu'il a aussi beaucoup dépensé l'argent de l'héritage de sa femme pour financer son train de vie, qu'en réalité il est très peu présent chez lui, que sa femme en souffre, qu'il y a des infidélités aussi, que Xavier Dupont de Ligonnès, il entretient de manière plus ou moins régulière des relations avec des anciennes maîtresses, avec des ex, même avec des femmes qu'il a connues quand il était très très jeune. Enfin, il y a un côté où il a plusieurs vies en même temps, que ses déplacements qu'il fait toute la semaine en France sont toujours un peu pas tellement où il est en fait. On ne sait pas s'il est avec une maîtresse ou s'il travaille. On finit par apprendre que assez souvent il est avec une maîtresse. Assez souvent il est avec une maîtresse. Donc il y a toute cette vie un peu cachée, et puis il y a ces écrits où effectivement ce qui est quand même très surprenant, c'est la façon dont il écrit en fait, même au niveau graphique, c'est-à-dire que dans les lettres qu'on retrouve ou les messages qu'on retrouve de lui, il y a ce côté des ponctuations un peu sauvages, et puis surtout des mots soulignés, des mots en majuscules, en fait comme si il fait confiance à personne en fait. Il faut que le lecteur il lui montre ce qu'il doit lire en priorité, les mots importants, etc. Parce que il se croit, il se pense, et il est sans doute très intelligent. Il se pense beaucoup plus intelligent que tout le monde. Et donc quand il écrit quelque chose à quelqu'un, y compris à ses enfants, en gros il leur indique ce qu'il faut qu'ils lisent en priorité en mettant les mots en majuscules pour leur dire t'es pas capable de comprendre, donc je vais t'expliquer ce qu'il faut lire en priorité. Et puis on sent dans ses lettres, dans ces nombreux messages qu'il a envoyés, toujours ce côté où rien n'est jamais vraiment de sa faute. Il trompe sa femme finit quand même par non pas par le mettre dehors, mais enfin par rire. Il va expliquer à tous ses amis qu'en fait c'est quand même elle qui est fautive au bout du bout, et qu'il a accepté de revenir, mais qu'il est bien gentil d'avoir accepté de revenir. Donc il y a un côté constamment un peu de manipulation, même clairement de la manipulation, et toujours un côté où tout ce qui se passe n'est jamais complètement de sa faute. Et puis ce côté très supérieur sur la façon dont je dicte ce que doit faire ma femme, je dicte ce que doivent faire mes enfants. Donc ça, en tout cas, c'est beaucoup moins lisse que ça peut paraître au départ quand on s'intéresse à la famille. Et effectivement, on découvre un personnage qui est à plusieurs facettes et très
qui finit, même si c'est un jugement un peu de valeur, mais qui finit par être un personnage assez désagréable en fait. Il y a une piste assez sérieuse, puisque donc en fait Xavier Dupont de Ligonnès disparaît le 15 avril, c'est la dernière fois qu'on a une image de lui. Cette image, elle est enregistrée, alors je sais plus si c'est au distributeur quand il retire 30 € ou si c'est le lendemain quand il quitte l'hôtel, mais en tout cas, c'est le lendemain. En tout cas, il y a la caméra de vidéosurveillance qui le filme, c'est la dernière image qu'on a de lui. Après, on ne sait pas, il sort du cadre, on ne sait pas où il est parti, on ne sait pas comment. Il y a une piste quand même qui est assez sérieuse, c'est 2 hommes qui disent avoir pris en stop un homme qui avait une barbe de quelques jours, enfin qui pouvait correspondre physiquement à Xavier Dupont de Ligonnès, et avoir déposé cet homme très tôt le matin, vers 4 ou 5 heures du matin, près de la gare d'Aix-en-Provence. Une autre des hypothèses, c'est qu'il serait allé se suicider dans le massif des Morts, qui est un massif avec des endroits assez escarpés juste à côté. Parmi toutes les personnes qui l'ont recherché, qui le recherchent, qui ont travaillé sur l'affaire, on pense qu'il est mort ou on pense qu'il est vivant, c'est un peu 50-50. En fait, il y a aucune certitude en fait sur ce qui a pu se passer. Aucune. Et puis c'est important de parler de cette toute dernière image de vidéosurveillance qui est en fait une caméra de l'hôtel, qui est la dernière prise de vue de Xavier Dupont de Ligonnès, parce qu'elle résume presque à elle seule et la complexité de l'affaire et la complexité du personnage. Parce que sur cette image, il y a 2 choses qui ressortent. D'abord, les policiers pensent qu'il est porteur de la carabine dans un sac, la carabine qui a servi a priori à tuer toute sa famille, qu'il a donc emporté avec lui. Donc il a cette carabine dans un sac sur cette image de vidéosurveillance. Et les policiers ont toujours dit qu'on a l'impression qu'il regarde la caméra. Alors que bon, les caméras de surveillance, par définition, c'est pas forcément où elles sont. Et ils ont toujours l'impression qu'il y avait un côté... presque message qu'il envoyait, c'est-à-dire, alors encore une fois c'est très subjectif, mais ça rentre vraiment dans la fantasmatique de ce personnage, c'est-à-dire qu'il quitte cet hôtel, c'est la dernière image, il a sa carabine dans le dos, on a l'impression qu'il jette un œil à cette caméra comme pour envoyer un message muet à cette caméra, et effectivement cette image plus ce début de cavale où il fait plusieurs stops en France, plusieurs étapes, tout ça a quand même longtemps et continue toujours d'alimenter le débat entre est-ce qu'il est parti se suicider, une carabine dans le dos, on peut se dire il va s'en servir, est-ce qu'au contraire il est parti en cavale parce qu'il avait déjà organisé l'après. Tous les policiers que j'ai rencontrés depuis 14 ans qui ont travaillé sur depuis 13 ans qui ont travaillé sur cette affaire, ils sont tous très partagés. Il y en a qui sont persuadés qu'il est allé se suicider quelque part. Alors on trouve pas le corps, c'est gênant, mais un corps peut forcément disparaître aussi. Mais il y a quand même, je trouve, de plus en plus de policiers au fil du temps, et surtout ceux qui sont vraiment penchés sur le dossier avec précision, qui sont persuadés qu'il est toujours vivant. En tout cas qu'il a quitté cet hôtel du Var, non pas pour aller se suicider, mais pour partir en cavale. Après, il peut être mort dans une autre vie qu'il a refaite, il peut être mort d'une mort naturelle très loin sans qu'on le sache. Un des arguments principaux qui va dans le sens du suicide, c'est que pour une cavale, il faut de l'argent. C'est vrai ou pas ? Parce que j'ai aussi lu, c'est Romain Puertolas notamment qui écrit ça dans son livre, qui est un peu une fiction, mais qui est quand même très très documenté, qui s'appelle « Comment j'ai retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès ». Il écrit, lui, que en fait, des gens qui vivent sans argent, on en voit plein tout le temps, il y en a dans la rue, et que finalement, c'est pas si compliqué. Alors, cette question de la cavale et de l'argent, ça a été au centre aussi des investigations des policiers, parce que pendant des semaines, ils ont épluché tous les comptes qu'ils pouvaient trouver pour voir si s'était constitué une sorte de trésor de guerre en attendant sa cavale pour pouvoir la financer. Ils n'ont rien trouvé, donc ils sont partis du principe qu'il était parti sans argent. Mais alors, effectivement, pour une cavale, il faut de l'argent. Pourquoi ? Parce qu'il faut trouver des points de chute. Souvent, il faut des faux papiers. Tout ça, ça s'achète sur un marché clandestin où tout te paye très cher. Puis après, il faut vivre, quoi. Il faut pouvoir s'alimenter, se loger de manière basique. Mais simplement, quand on connaît un peu la personnalité de Dupont de Ligonnès, on s'aperçoit que c'est quelqu'un qui finalement, depuis le début de sa vie, se débrouille. Il n'a jamais vraiment d'argent. Alors il en prend à droite à gauche, un peu à sa femme, un peu à ses maîtresses. Il monte des projets dont il sait qu'ils ne verront peut-être pas le jour, mais ça lui apporte des financements. Donc quand on connaît cette personnalité-là, on se dit, mais en fait, peut-être que une fois parti à l'étranger ou dans un peu plus loin de France, il a pu de nouveau embobiner des gens et puis prendre de l'argent pour vivoter comme il vivotait déjà en fait dans sa vie normale depuis des années. Donc il y a une possibilité importante qu'il n'ait pas eu besoin de prévoir, encore une fois, d'épargner pendant des années en vue de sa cavale. Il peut très bien se débrouiller
depuis toutes ces années en ayant refait sa vie. Et puis franchement, c'est pas un voyou Dupont de Ligonnès, c'est-à-dire qu'il a pas besoin de... C'est pas un bandit qui est en cavale, c'est quelqu'un qui encore une fois était totalement acéré, qui d'un seul coup commet ses actes, mais c'est pas la même cavale que celle d'un voyou. Et puis Dupont de Ligonnès, il a pu encore une fois refaire sa vie très loin d'ici. Dans des endroits où on ne reconnaît pas forcément dans la rue. Et puis ça, c'est une autre problématique aujourd'hui, c'est qu'on a l'image de David Dupont de Ligonnès de 2011. Si on le croise dans la rue aujourd'hui, même dans Paris, il aura changé, il aura vieilli comme tout le monde, et je suis pas sûr qu'on le reconnaisse. Il a un physique en plus qui est assez presque passe-partout. Il avait aussi l'habitude de changer physiquement. Il se rasait la tête, il se laissait pousser la barbe. Enfin, il avait. Quand on regarde l'album de famille, il est très changeant. Effectivement, il a parfois les cheveux complètement rasés, parfois un peu plus longs, il change de lunettes, il a une barbe de 3 jours, une grosse barbe ou pas de barbe du tout. Ou une moustache. Ou même une moustache. Et surtout, là, on se dit, 13 ans plus tard, il peut ne plus avoir de cheveux du tout, les avoir tout blancs, avoir évidemment des rides et un visage qui peut avoir changé et qu'on ne peut pas forcément reconnaître. D'ailleurs, étonnant qu'on n'ait jamais pensé, du côté des enquêteurs, à publier un portrait vieilli, comme ça se fait dans d'autres affaires criminelles quand on cherche. Mais ça se fait pour les enfants. Voilà, surtout, ça se fait pas trop pour les adultes. Mais je suis pas sûr que ce serait une mauvaise idée de le faire de manière un peu scientifique, parce que si demain, encore une fois, on pense croiser Xavier Dupont de Ligonnès je ne sais où, à l'autre bout du monde, il n'aura pas la tête qu'il avait sur les photos qu'on connaît tous, qui datent toutes de 2011. C'est une vaste affaire avec beaucoup de choses à raconter, donc on a raconté tout ça. Sans révéler des choses qu'on ne connaît pas sur cette affaire, en fait, nous-mêmes, on s'est rendu compte, en travaillant dessus, qu'on redécouvrait un certain nombre d'éléments, que ce soit sur la personnalité, que ce soit sur les faits eux-mêmes, des choses qu'on a pu oublier, mélanger, et encore une fois, de s'apercevoir que c'est plus qu'un quintuple assassinat sordide et choquant, c'est vraiment la trajectoire d'un homme, la trajectoire d'une famille, et ce qui vient en plus, c'est ce mystère absolu sur ce qu'il a pu devenir depuis, c'est-à-dire que cette fameuse dernière image à l'hôtel, qui quitte l'hôtel de Roquebrune-sur-Argence, et on ne sait plus où il est depuis. Ça peut même, on voit bien les gens qui écrivent dessus, qui travaillent dessus. Ça fait partie des histoires qui peuvent vous rendre un peu fou, quoi, parce que tout est tellement ouvert. On peut. Moi, je serais surpris de rien dans cette affaire. C'est-à-dire que si on retrouve un squelette qui est le sien à 10 km de l'hôtel où il a disparu, c'est possible. Mais on peut, si on m'annonce qu'on l'a retrouvé au fin fond de l'Argentine, j'y croirais aussi, quoi. Comme la dernière fois.